I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous. Encore une polémique sur les femmes et l'égalité des sexes. Le conseil communal de la ville de Fès, dominé par le PJD, a décidé à l'unanimité mercredi soir d'interdire la mixité dans les spas et les centres de beauté. Une information rapportée en exclusivité hier matin sur Atlantique Radio. Mais voilà, hier après-midi, coup de théâtre. Le maire PJDiste Driss El Azami Idrissi s'est rétracté. Alors que s'est-il passé? Le PJD a-t-il voulu éteindre l'incendie? On va tenter d'y voir plus clair. En tout cas, voilà une nouvelle affaire qui replace la question de l'égalité des sexes et de l'image de la femme dans le débat public. Un mois après la décision du ministère de l'Intérieur d'interdire la commercialisation du port du voile intégral. Alors à quoi joue le PJD? Y a-t-il danger pour la femme marocaine? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Mohamed Ezouak, bonjour. C'est Malcolm Landry. Vous êtes fondateur du portail d'information yabiladi.com. Amine Diori également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. En deuxième partie justement, nous parlerons du classement des marques les plus puissantes au monde. Il vient de tomber, classement chaque année très suivi de Brand Finance. Fait marquant, Google repasse devant Apple, ça n'était pas arrivé depuis 6 ans. Un point à pêcher pour Apple, la marque à la pomme est trop peu innovante. Alors quelle lecture faire de ce classement? Vous nous le direz, on s'intéressera à la politique d'innovation. Comment mettre en place une politique d'innovation qui fonctionne? Quel type de développement l'innovation les entreprises marocaines doivent-elles regarder? Faut-il regarder, tiens, plus près de Google? 55 77 pour poser vos questions ou bien réagir par SMS, Sidira TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. Polémique fondée ou infondée, que s'est-il passé ces dernières 24 heures au Conseil communal de Fès sur le dossier de la mixité dans les spas et les centres de beauté, Mohamed Ezouak? Eh bien, le Conseil à l'unanimité a voté un arrêté pour... alors au départ, l'information, c'était effectivement, ça touchait les spas, les centres, les salons de beauté, les salons de coiffure, et c'était une mesure visant à interdire de facto la mixité, empêcher la mixité dans ces lieux de commerce, prestation de services. Nous avons appelé, nous par la suite, après l'information qui a été révélée sur Radio Atlantique, nous avons appelé Driss El Azami, qui a très rapidement démenti complètement l'information. Et donc c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il y a eu une communication de crise toute la journée d'hier. Ce qui n'est pas souvent le cas. Hein. C'est très rare là, ils ont réagi très... Un membre politique réagit très vite. Hein. Oui, il a réagi très vite et de manière très énergique, avec une publication, enfin un communiqué de presse ou un démenti qui a été largement repris, certains médias qui ont pris aussi fait écho pour Driss El Azami, et c'est vrai qu'en l'entendant de prime abord, on pourrait penser qu'effectivement il y a eu une sorte d'emballement de la part de Radio Atlantique, de la part du correspondant du groupe à Fès. En réalité, il y a, alors sur les spas, effectivement, il a tout à fait raison, ce n'est pas cité nommément dans l'arrêté, donc il parle plutôt de salon de beauté et de salon de coiffure. Par contre, il dit aussi que la mixité n'est pas, le terme mixité n'est même pas dans l'arrêté. Alors effectivement, on peut très bien prendre un arrêté, prendre une décision qui ne contient pas le mot mixité, mais qui peut porter atteinte à la mixité. Alors bon, la mixité n'est pas non plus le Saint Graal, hein. Il y a des lieux où il n'y a pas de mixité, mais la question c'est de voir la cohérence de cet arrêté, en quoi cet arrêté était important, était intéressant pour la ville de Fès et notamment pour les salons de coiffure. Et quand on rentre dans le détail, en fait, on se rend compte que cet arrêté, avec cette logique de... Alors, si on rentre dans le détail, c'est que les salons de coiffure non mixtes doivent aujourd'hui déposer une attestation comme quoi ils sont non mixtes. Donc j'ai un salon de coiffure pour les hommes, je dois certifier sur l'honneur que je ne recevrai que des hommes. J'ai un salon de coiffure pour les femmes, je dois certifier sur l'honneur que je ne recevrai que des femmes. Sinon, dans le cas contraire, donc les salons mixtes, il faut impérativement avoir un espace suffisant, mais aucune mention précise n'est indiquée. Donc on ne sait pas ce que c'est 50 mètres carrés, 80 mètres carrés, 100 mètres carrés, on ne sait pas. Et c'est un espace séparé.
Bon, on joue clairement sur les mots en tout cas. Quand on est dans cette logique-là, on exige du salon de coiffure de nouveaux critères en lui disant mais il faut que ce soit des espaces séparés. Effectivement, c'est imposer à des commerçants, à des prestataires de services, des mesures qui sont même policièrement infaisable, quoi. Est-ce que un patron de salon de coiffure va dire non monsieur je peux pas vous laisser entrer, ou non madame je peux pas vous laisser entrer? Ça devient assez ridicule. Ouais. Le PJD qui a plutôt bien réagi, mais comme l'explique Mohamed Ezouak, Amine Diouri, c'est vrai que franchement on joue sur les mots, et que clairement la mixité, on le voit à travers cet arrêté, même si ce n'est pas clairement dit mot pour mot ce que vient de nous dire Mohamed Ezouak, elle n'est plus formellement acceptée, tolérée dans ces centres de beauté et dans ces spas. Oui, exactement. Alors, ce qui est important, c'est pas effectivement les mots, c'est plutôt l'objectif qui est derrière. On peut effectivement jouer avec les mots et arriver à un objectif donné. Maintenant, ça commence avec des spas, avec des salons de coiffure. Demain, ça peut être autre chose. On peut l'élargir à d'autres activités. Donc, c'est vrai que le cœur du problème, c'est effectivement cette mixité voulue, cette séparation entre hommes et femmes. Et là, se pose plus clairement derrière une question d'ordre religieuse et qui là est plus importante. Et je voudrais remercier Younes Adalami, notre correspondant de l'économiste et correspondant du groupe Ecomédia, d'Atlantic Radio à Fès, pour avoir sorti cette information-là, parce qu'elle est importante. Elle a fait l'objet de polémiques, de débats depuis de nombreuses années, depuis tout de même que le gouvernement PJD est au pouvoir. Il y a quand même eu beaucoup de fractions, Mohamed Ezouak, sur cette question d'égalité des sexes hommes-femmes. Il y a un projet clairement dessiné du PJD, on peut dire ça comme ça ce matin, et une tentative du ministère de l'Intérieur de calmer les choses quand on a vu cette sortie il y a un mois sur interdiction du voile intégral, ou pas du tout? Alors, c'est clair que aujourd'hui le débat et l'empoignade se pose sur le modèle de société. Quel modèle de société on veut? Alors effectivement, le PJD a un modèle de société conservateur. Je veux dire, ce n'est un secret pour personne. D'ailleurs, il récolte avec lui une majorité d'électeurs. Ouais. On l'a vu aux dernières législatives. Donc bon, ça peut faire débat. Il y a aucun problème. Et moi je pense que, il faut évidemment, pour ceux qui défendent un modèle de société plus ouvert, etc., répondre à Delis Azami et l'attaquer sur ce point, l'attaquer bien sûr démocratiquement dans le sens du débat, mais au-delà même de la problématique du projet de société, il y a un vrai problème de faisabilité, et j'allais dire presque il y a quelque chose d'un peu farfelu dans cet arrêté, quand on voit que il y avait dans la même journée des projets beaucoup plus importants. Alors je crois qu'il y a un palais des congrès, etc. Donc il y a vraiment des projets structurants. Oublié, hein. Tout à fait. Il y a des projets structurants pour la ville de Fès, c'est extrêmement important, et c'est tout en l'honneur du maire du PJD, et il a complètement ruiné, j'allais dire, ces grandes décisions par une décision qui est anachronique, qui est pratiquement ingérable sur le fait. Peut-être pensait-il justement que ça allait passer incognito parce qu'il y avait des grands projets et que la presse allait reprendre ces grands projets. Oui, possible, c'est possible. Je sais pas dans quel état d'esprit il est. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que il y a le PJD et il y a aussi des élus d'autres partis, je crois pas à Mérigny, etc. Donc si ça a été voté à l'unanimité, s'ils étaient présents, ça veut dire que ces élus aussi ont voté cet arrêté. Amine Diouri. Oui, je suis d'accord en très grande partie. Je pense quand même que cette question, elle est pas si subsidiaire que ça. Pour moi, elle est vraiment beaucoup plus importante. C'est-à-dire vraiment, on se pose la question là de l'égalité homme-femme. Et j'ai envie de dire, là, à la rigueur, le PJD sert plutôt de réceptacle pour un électeur très conservateur, mais il faut remonter, à mon avis, bien plus loin en arrière. Par exemple, je remonte en 2004, par exemple, avec la loi sur le droit des femmes en matière de divorce, que Mohamed VI avait instauré, et qui était un vrai progrès sociétal en termes d'égalité homme-femme. Et c'est vrai que depuis, je pense que ça a provoqué énormément de réactions des conservateurs. Et je veux dire, aujourd'hui, le PJD tient en quelque sorte, les électeurs du PJD tiennent en quelque sorte leur revanche sur ce progressisme et sur cet islam modéré. Ouais. Il y a danger pour la femme marocaine, Mohamed Ezouak?
Il y a danger pour la société marocaine, pas seulement pour la femme marocaine. En fait, je pense qu'il y a trois forces, trois composantes très fortes. Vous avez d'un côté les conservateurs, au milieu d'ailleurs. Vous avez les conservateurs, donc ceux qui veulent que le statu quo persiste, demeure. Et là, pour le coup, il y a déjà une inégalité homme-femme sur plusieurs éléments inscrits dans la loi. Donc, on n'est pas dans une société, dans un ordre juridique qui est égalitaire au niveau du genre. Donc, il y a déjà un problème fondamental déjà au niveau de ce noyau conservateur qui est effectivement la majorité. Vous avez de l'autre côté, d'un côté, la partie rétrograde, où on veut même encore dépouiller les acquis récents, les acquis peut-être même aussi un peu plus lointains, qui permettent à la femme de jouir de certaines libertés et ne pas lui en donner davantage. Donc ça aussi, c'est une force qui est en train de monter. On le voit avec des élus salafistes, avec un mouvement, d'islamiste qui est en train d'être de plus en plus prégnant et qui même est en train de prendre de l'ampleur au niveau du PJD. Puisque le PJD, par exemple, et d'autres partis ont présenté des élus salafistes, des élus un peu plus radicaux en leur sein. Et puis de l'autre côté, une catégorie de la population qui se fait peut-être de plus en plus maigre, de plus en plus famélique en termes d'effectifs, qui sont les progressistes, le camp des progressistes, ou qui sont en tout cas de moins en moins audibles. Et donc ces trois projets de société, malheureusement, il y a effectivement un rapport de force qui est de plus en plus inégalitaire et qui ne permet pas de rêver à un idéal plus respectueux du droit des femmes et d'une société égalitaire. Alors, on parlait en introduction de l'interdiction de la commercialisation du voile intégral. C'était il y a pile un mois, interdiction formelle du ministère de l'Intérieur aux vendeurs, aux commerçants. Il y a une question justement de Faisal qui nous dit, est-ce qu'on peut mettre cette interdiction de la mixité dans les spas et les centres de beauté et cette interdiction du port de la burqa, quelque part, sur le même plan, parce qu'en formalisant l'interdiction de la mixité, on donne des arguments aux extrémistes. Amin Diouri. Oui, c'est tout à fait exact. Je pense que on peut mettre ces deux questions sur le même plan. Effectivement, c'est les deux questions pour moi se rejoignent, c'est-à-dire c'est la question du progressisme contre cet électorat, enfin cet esprit très conservateur, voire rétrograde. Et pour moi, clairement, ces deux questions se rejoignent complètement, oui, effectivement. Bon, on imagine qu'il va y avoir des frictions, en tout cas, dans les prochaines années, si le gouvernement est maintenu, enfin, le prochain gouvernement, on l'attend toujours, mais s'il n'y a pas d'élection, sur ces questions sociétales, Mohamed Ezouak. Oui, mais il y en a déjà eu d'ailleurs dans le quinquennat précédent. Il y a évidemment des tensions au sein même du pouvoir, au sein même de l'exécutif, des tensions, puisqu'il y a des partis qui ne sont pas forcément sur la même ligne. Et on l'a vu, le ministère de l'Intérieur s'opposer parfois à certaines choses, ou d'autres clans entre guillemets, d'autres partis ou d'autres sphères du pouvoir qui se sont opposés, par exemple, au cahier des charges et à certaines décisions sur l'audiovisuel, par exemple. Mais je pense qu'il y a une distinction quand même entre les deux, à savoir l'interdiction de la commercialisation de la burqa. Là, on est sur des raisons, enfin, d'un point de vue purement pratique, on est sur des raisons sécuritaires. Donc, sur ces raisons-là, comme je l'avais déjà dit sur votre antenne, on peut estimer que ça peut être défendu du moment que ça passe par le Parlement et qu'il y a un débat et qu'on explique à la population pourquoi on va vers cette interdiction, pas seulement de la commercialisation, parce que pour le coup, c'est un peu n'importe quoi, mais sur le port du voile intégral pour des raisons sécuritaires. Alors que là, il n'y a pas de raison sécuritaire. On est sur une décision qui est idéologique et qui n'est justifiée par aucune raison. La suite des décodeurs atlantiques ce matin avec Mohamed Ezouak, fondateur du portail d'information yabiladi.com. Rebonjour. Bonjour. Amin Diouri, responsable PME chez Inforisque. Rebonjour. Bonjour. On continue de parler avec vous de cette polémique, on peut le dire clairement, fondée ce matin sur l'interdiction de la mixité dans les spas et les centres de beauté à Fès, même s'il y a eu donc réaction de Driss El Azzami, le ministre et donc maire de Fès, ancien ministre et maire de Fès actuellement.
peut-être une question sur les réactions, parce que pour l'instant, c'est encore silence radio de la part des politiques. Côté opérateur touristique, justement, la désinformation de Fès, avec notamment une pétition qui a été lancée à partir de Facebook, une pétition qui s'appelle « À l'attention de monsieur le maire de la ville de Fès, annuler l'arrêté réglementant la mixité des salons de coiffure ». Mohamed Ezouak, on peut s'attendre à des réactions ou la tempête est close ? De la part déjà des premiers concernés, à savoir les salons de coiffure et salons de beauté, qui ne vont pas forcément goûter des réserves ou des critères encore plus contraignants sur leur activité, parce que ça complique les choses, et même il y a un risque d'ailleurs de corruption accrue, puisque l'arrêté n'est pas clair là-dessus, oui. Sur la surface, etc. Et puis les autres acteurs, parce qu'effectivement ça donne une mauvaise image pour la ville de Fès. N'oublions pas que c'est une ville touristique, et n'oublions pas que, je crois, en 2016, il y a eu une forte baisse des arrivées touristiques dans la ville de Fès. Donc c'est pas forcément le bon moment d'envoyer des signaux un peu conservateurs, voire rétrogrades aux touristes. Et puis en plus, même je pense la population de Fès n'a aucun intérêt. On sait très bien qu'il y a des salons pour hommes, il y a que des hommes. Les femmes ne vont pas s'aventurer dans ces petits salons. Il y a des salons que pour les femmes où ils font des brushings et les hommes ne vont pas s'aventurer dans ces salons. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de cet arrêté, à part sur l'élément effectivement sécuritaire ou d'hygiène, puisqu'il a aussi été interdit d'ouvrir des salons de coiffure dans les appartements au niveau des immeubles, et donc ça doit être que exclusivement dans les comment dire les espaces commerciaux dédiés. Donc là effectivement, là pour le coup, cette partie-là est tout à fait légitime. Sur le reste, c'est un peu plus inquiétant. Ouais, Amine Diouri, en tout cas, on imagine qu'il va y avoir une large bataille qui va s'ouvrir encore et qui va s'accentuer peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années, sur cette question de l'égalité des sexes, cette question de la femme au Maroc. Oui, c'est une question qui est absolument primordiale. Ce n'est qu'une première pierre qui est lancée, c'est un premier essai. Je ne doute pas une seule seconde qu'il y aura d'autres essais qui seront lancés dans les prochains mois, les prochaines années. Maintenant, le camp des progressistes doit rester en éveil, attentif à toutes ces évolutions et ne pas se laisser déborder par l'autre camp qui est rétrograde et qui ne peut qu'amener une dégénérescence de notre société. Je rappelle, pour terminer, que l'arrêté ne précise pas clairement salon de beauté, salon de coiffure. Voilà, salon de beauté, salon de coiffure. 9h40 sur Atlantique Radio. Dans un instant, on va parler d'innovation et parler de classement des marques les plus puissantes au monde qui vient de tomber. Un classement chaque année très suivi. Google qui arrive numéro 1, qui détrône Apple. Et on se posera justement cette question, puisque si Google dépasse Apple, c'est pour une fois concernant justement sa politique d'innovation qui est largement plus entreprenante que celle d'Apple, selon ce classement de Brand Finance. Mais juste avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de gueule. On commence avec vous, Amine Diouri. Un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui ? Alors, ce sera un coup de gueule. J'ai lu un article très récemment qui m'a fait sursauter. Alors que le prochain salon international du livre va bientôt s'ouvrir, une étude du HCP et du PNUD qui concordent et qui disent, en gros, que les Marocains lisent en moyenne 10 minutes par jour et consacrent à peu près un dirham par an pour acheter des livres. Oui. C'est très très faible, sachant que de l'autre côté, selon toujours ces études, le Marocain consacre presque 2h30 à regarder la télévision. Donc évidemment, tout ça pose énormément de questions. Maintenant, il faut aussi se poser derrière pourquoi ça arrive. Bon, il faut dire qu'on n'est pas très aidé au Maroc. Le Maroc compte à peu près 750 librairies. Ça veut dire, en grosso modo, une librairie pour plus de 40 000 personnes. Et on parle de 600 bibliothèques publiques, médiathèques. Et encore, on parle de celles qui peuvent être actives. Donc encore de gros efforts à faire en matière de politique culturelle notamment. Exactement. Et donc, évidemment, ça a un impact direct sur l'industrie du livre. Ça a un impact sur la production littéraire marocaine qui est très faible. Par exemple, 1000 éditions par an, comparé à un pays comme l'Iran, qui est pas non plus connu pour produire énormément et qui fait pourtant 30 fois plus que le Maroc en matière de production de livres. Et donc concrètement, si vous êtes un auteur marocain et que vous voulez publier localement, c'est pas ici que vous allez devenir riche. Ouais. Maintenant, pour moi, le véritable problème, c'est quoi ? C'est clairement le prix des bouquins. Quand je veux acheter un livre, je trouve pas à moins de 100 dirhams. Sachant qu'en France, par exemple, quand vous achetez un livre, vous trouvez des livres à 1 euro. Ce qui est vraiment très peu cher, et ça permet de diffuser le livre et la culture de manière générale dans la société. Voilà. Mohamed Ezouak, un coup de gueule, coup de cœur ? Alors j'hésite, donc je vous laisse choisir. Bon, allez, coup de gueule.
Coup de gueule, alors ça va être Trump. Politique. Décidément, il est sorti 3 fois cette semaine en coup de gueule. Politique migratoire. Alors en fait, ce qui est inquiétant, c'est au-delà de Trump. Alors évidemment, avec sa loi anti-immigration, ce qu'on a appelé avec le hashtag Muslimban, c'est la réaction ou l'absence de réaction de la part des chefs d'État arabes. Et même pire, je crois que c'est les Émirats Arabes Unis, le ministre des Affaires étrangères, qui a même défendu, qui s'est fait l'avocat de cette loi anti-immigration. Alors je crois que d'ailleurs il y a le Koweït qui interdit déjà, qui fait aussi du Trump avant Trump, qui a fait du Trump avant Trump. Il a interdit 5 pays, les populations de 5 pays à pouvoir pénétrer le territoire koweïtien. Ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait on oublie une chose, c'est que cette loi est la suite et la continuité de différentes lois qui sont, à mon sens, liberticides. Ça a commencé après 2001, après les attentats du 11 septembre, avec le Patriot Act. Par la suite, aux États-Unis, par la suite, dans certains pays en Europe et ailleurs, des lois sur le renseignement, donnant encore plus de pouvoir au service de renseignement, à la police, pour écouter, espionner la population, parfois même sans forcément avoir des raisons, donc sans même le recours judiciaire, ou en tout cas en essayant de réduire le contrôle judiciaire de ces écoutes. Et puis là, c'est sur les questions migratoires, et c'est très inquiétant, c'est que ça va essaimer dans d'autres pays, en Europe, mais aussi dans les pays arabes, puisque demain, n'importe quel pays pourra dire « moi je me sens menacé par les Russes ». Donc je vais interdire à tous les la Russie. Je me sens menacé par les Libyens. Donc le Maroc pourra interdire aux Libyens de pénétrer son territoire. L'Algérie pourra interdire aux Jordaniens de pénétrer son territoire, etc. Donc on est au-delà de la question visa pas visa, qui est à la rigueur c'est de la souveraineté, souvent même c'est de la réciprocité. Mais là ça va encore plus loin, c'est qu'on interdit purement et simplement sans aucun recours possible, on vous interdit l'entrée sur un territoire, et ça c'est très inquiétant pour tous les pays, pas seulement les pays arabes, mais bien sûr les pays arabes qui seront les premiers concernés. 9h45 sur Atlantique Radio, la suite des décodeurs Atlantique. Avec notre deuxième sujet ce matin concernant le classement des marques les plus puissantes au monde, classement très suivi, mené par Brand Finance. Alors fait marquant cette année, c'est Google qui repasse devant Apple. Ça n'était plus arrivé depuis 6 ans, et le point qui a pêché pour Apple, c'est sa politique trop peu innovante selon ce classement. Alors quelle lecture d'abord faire de ce classement? On va rentrer dans le vif du sujet, puis après on va parler justement de politique d'innovation et quel regard on doit porter justement, quelle politique d'innovation doit être menée pour réussir au mieux. C'est une question de fond qu'on va se poser, notamment pour les entreprises marocaines. Amine Dubry, d'abord peut-être sur ce classement, Google, Apple, grande bataille. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'Apple se détrônait dès 2017. C'est le cas parce que notamment Google se fait remarquer et a lancé pas mal d'innovations l'an dernier. Exactement, pas mal d'innovations dans pas mal de secteurs d'activité différents. Derrière Apple, ces smartphones, on se rend compte que à terme l'innovation reste assez contenue, c'est-à-dire que on est à la 7e, 8e version de leur smartphone, donc effectivement il y a un effet essoufflement en termes d'innovation. Maintenant, si je regarde le classement, ce qui est intéressant, c'est que déjà majoritairement ce sont des sociétés américaines qui sont présentes. Ouais. Que contrairement aux idées reçues, ce sont surtout des entreprises traditionnelles entre guillemets qui innovent le plus, 2 tiers contre 1 tiers pour les sociétés innovantes. Donc on voit aujourd'hui que les sociétés traditionnelles ont l'obligation d'innover pour continuer à vivre et à survivre dans leur métier respectif. Alors quelques chiffres, la valeur de la marque Google qui a progressé de 24% et qui atteint désormais près de 110 milliards de dollars avec des recettes publicitaires qui sont en hausse de 20% en 2016. Mais c'est vrai que Google aussi est innovant, entrepreneur dans le secteur de la robotique, de l'intelligence artificielle, de l'informatique, de la santé, avec la génétique, avec les nanotechnologies, contrairement à Apple qui reste encore cantonné vraiment beaucoup à tout ce qui est logiciel, informatique et santé. C'est aussi ça qui paye peut-être, Mohamed Zouaïk. Oui, alors en fait, au-dessus de l'innovation, il y a un nouveau terme à la mode, c'est la disruption.
Je pense que effectivement l'innovation, ça peut être l'innovation technologique, ça peut être l'innovation en termes de process ou de business model. Uber et Airbnb, c'est pas forcément des grandes innovations technologiques à l'heure actuelle, mais ils ont mis en place un process qui est différent et un modèle économique qui est différent. Donc d'ailleurs eux-mêmes aussi sont en train de monter au niveau du classement parmi les sociétés américaines innovantes. Mais la disruption, c'est là où en fait il y a un problème au niveau d'Apple, c'est que on a connu une marque qui a ramené des disruptions assez majeures avec au début le iPod, ensuite il y a eu effectivement l'iPhone avec les différentes évolutions de l'iPhone qui ont permis à chaque fois de garder quand même un certain sex appeal par rapport aux autres marques. Oui, l'iPhone c'est quelque chose de différent, même si on arrive à avoir quasiment les mêmes choses chez Samsung et d'autres concurrents. Donc Apple a réussi toujours à garder cette longueur d'avance. Maintenant, les innovations ne sont plus des disruptions, c'est des petites améliorations à la marge. Et il y a eu aussi des échecs. La montre connectée d'Apple n'a pas forcément eu le succès escompté. Ils ont eux-mêmes senti cet essoufflement. Ils ont dû racheter d'autres entreprises. On pense notamment à Beats pour se mettre sur la partie musique, parce que le iTunes c'était aussi une bonne innovation en termes de business model avec le App Store. C'était des bonnes innovations en termes de business model, mais ils sentaient s'essouffler par rapport à des concurrents comme Spotify, etc. Et donc, ils ont raté, je pense, alors toute proportion gardée, évidemment, par rapport à leurs concurrents comme Google et à d'autres, ou même Facebook, qui est aussi en train de monter, ils ont perdu de capacité de croissance explosive. Alors qu'en face, on a effectivement Google qui a un élément fort qui est la publicité, sa maîtrise des revenus publicitaires qui sont en forte croissance avec l'explosion du mobile qui n'a pas tari les revenus publicitaires de Google. Et à côté, ils ont étendu la toile, c'est comme une pieuvre géante avec une présence sur différents, enfin les Google Cars, on a de la fibre optique, on commercialise de la fibre optique, on lance d'ailleurs une nouvelle société qui s'appelle Alphabet qui permet justement d'englober un peu plus tous les différents projets et toutes les différentes filiales dans les différents domaines. Ils sont très réactifs aussi dans le rachat de jeunes pousses, de start-up qui sont innovantes. Et ils viennent d'arriver au Maroc avec notamment un bras à Google qui est celui justement des start-up qui commencent à se développer. Et c'est vrai que cette capacité d'innovation, et je pense qu'il y a un des éléments où là Apple n'a pas su prendre le virage et Facebook et Google sont en avance, c'est l'intelligence artificielle. Et je pense qu'aujourd'hui beaucoup, ou en tout cas le classement doit donner beaucoup de points à cette capacité. Amazon aussi d'ailleurs est très présent aussi sur l'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc c'est Facebook, Amazon et Google sont des marques qui sont très présentes sur l'intelligence artificielle, et je pense que c'est là aussi où il y a un levier, où les experts pensent qu'il y a un levier important en termes de croissance pour l'avenir. En tout cas aujourd'hui on ne peut plus faire séparation entre marque et innovation. La marque qui paye le plus c'est la marque la plus innovante, à Midori. Et en termes de politique d'innovation, ce qui marche, c'est une politique à la Google, c'est on regarde de partout, on offre des possibilités à tous. Alors, je reviendrai sur le premier point. L'innovation, c'est quoi ? C'est déjà des brevets. C'est ça qui est dans le nombre de brevets qu'on dépose. Et c'est ça qui crée de la valeur aujourd'hui. Il y a à peine 20 ans, c'était pas le cas. 80% d'une valeur d'une entreprise était reposée sur de l'actif matériel. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est de l'actif immatériel. Maintenant, comment on acquiert cette innovation ? Alors effectivement, il y a plusieurs possibilités. Il y a différents modèles qui existent. Il y a le modèle collaboratif, l'open innovation. On parle aussi de, l'acquisition directement de start-up innovantes. Ça a été le cas de Apple. On en a parlé. Il y a de plus en plus de venture capital qui se créent, qui sont créés par des grands groupes mondiaux, qui justement regardent, prospectent ces start-up innovantes et qui innovent en fin de compte. Autre chose importante à dire aussi en matière d'innovation, c'est, à mon avis, le plus important, c'est la création d'un écosystème. Oui. Justement, là où sont très forts les Américains, que ce soit Google, que ce soit Apple, etc., c'est justement qu'ils ont cette possibilité, cette capacité à créer un écosystème, c'est-à-dire d'un côté les universités, des universités mondialement reconnues, c'est des grandes entreprises qui appuient et qui financent, et des fonds d'investissement.
C'est parfois des villes aussi. Hein. C'est des villes aussi. Google, il y a la ville Apple, il y a la ville Samsung. Bien sûr, il y a des villes, les grandes villes sont intégrées dans cet écosystème. C'est aussi des centres de recherche. Tout ça travaille ensemble et tout ça est capable, tout cet écosystème innovant est capable de créer de l'innovation, de créer de nouveaux concepts. Puis on a un autre fait sale qui nous fait remarquer sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques que Google fait consacrer à leurs salariés 20% de leur temps pour développer un projet personnel. Ça aussi, c'est une stratégie en matière d'innovation pour permettre de s'épanouir et permettre au groupe peut-être de sortir des choses qui sont totalement inattendues et qui vont peut-être bouleverser des marchés futurs. L'innovation et notamment les projets disruptifs, vous savez, c'est un petit peu comme parfois des découvertes dans la médecine ou l'industrie pharmaceutique. Souvent, on a trouvé des médicaments, des molécules de manière complètement au hasard. On savait pas que ça allait soigner ça. On faisait une recherche sur quelque chose de complètement opposé, puis on se rend compte que, en fait, oui, ça marche pour telle ou telle pathologie. On a une célèbre boisson gazeuse qui devait être un médicament à la base. Tout à fait, qui devait être un médicament. Bon, finalement, ils ont trouvé un autre business model. Sur la logique du 20% du temps de travail qui est consacré à des projets personnels, c'est effectivement, c'est dans ce principe-là. On ne sait pas trop où ça va nous mener, et puis on se retrouve avec des Google Actu. On se retrouve avec pas mal de projets comme ça, des Android, etc., qui sont essaimés dans une sorte de pépinière, dans un laboratoire, dans les laboratoires de Google, et puis qui petit à petit deviennent des vrais projets et ensuite deviennent des filiales de Google. Ouais, Amine Diori, justement, est-ce que les entreprises marocaines doivent s'inspirer un petit peu de Google, faire peut-être laisser leur temps, 20% du temps aux salariés pour développer un projet personnel? Je sais pas, c'est des idées que les entreprises marocaines doivent effectivement, capter. c'est à mon avis le vrai point fort du modèle. Pourquoi ? Parce que l'innovation repose sur qui ? Sur des hommes, sur leur capacité d'innovation. Google va chercher les meilleurs ingénieurs au monde. Ils vont chercher en Inde, ils vont chercher aux États-Unis, ils vont chercher un peu partout. Pour les attirer, évidemment, il faut leur proposer un cadre de travail qui soit stimulant. Il y avait un reportage très intéressant sur justement les locaux de Google. Franchement, ils sont choyés. Il y a de tout pour qu'ils s'épanouissent dans leur travail. Et effectivement, c'est un modèle intéressant puisque on leur demande d'innover, mais il faut qu'ils soient en capacité d'innover. Donc, effectivement, la partie ressources humaines entre guillemets est importante pour l'épanouissement et le développement de l'innovation. Mohamed Ezouak. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut souligner pour l'innovation pour les entreprises marocaines. Premièrement, effectivement, changer déjà le mindset, la façon de penser le management, donc ne plus être sur un management vertical, paternaliste, autoritaire même dans certaines entreprises. Et donc là, il faut quand même opérer une révolution au sein des entreprises marocaines avant même de penser à accorder 20% du temps de travail aux salariés pour leurs projets personnels. Donc il faut changer complètement, prendre la tangente au niveau du management. Deuxième élément, il y a aussi une grosse lacune pour le marché marocain en tant que tel, pour les entreprises marocaines au sein du marché marocain, c'est que c'est un marché qui est quand même étroit. Oui. Parfois, l'innovation, et notamment dans les domaines disruptifs, a besoin d'une certaine profondeur du marché. Airbnb, s'il avait été inventé au Maroc, ça aurait été très compliqué parce que comment on va faire fonctionner ce système, etc. Les États-Unis est déjà un marché colossal. 300 millions d'habitants. 300 millions d'habitants avec un PIB par habitant avec des revenus par habitant qui sont très élevés. Donc forcément, ça change complètement la donne. Un marché qui est mature. Donc le Maroc et l'intelligence artificielle, d'ailleurs, que j'ai cité tout à l'heure, l'intelligence artificielle a besoin aussi de cet effet de masse. Il faut avoir énormément de moyens et aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est permise que pour certaines grandes entreprises, Microsoft, Amazon, etc. Et donc au Maroc, ce dont on a besoin aussi, c'est d'une profondeur de marché et puis de l'effet masse. Et je pense que l'ouverture vers l'Afrique est un élément extrêmement important pour la pérennité et le développement des entreprises marocaines. Elles doivent prendre ça en compte et se dire, il faut innover en nous basant justement sur cette profondeur du marché africain, du continent africain, où on a des grosses possibilités pour ensuite dégager de la valeur et travailler sur des projets innovants. Amine Diori. Soyons clairs, le Maroc a une véritable capacité d'innovation grâce à ses ressources humaines. On a énormément d'ingénieurs marocains qui sont très performants, qui sont très bons. Donner un titre d'exemple, en France, il y a la Société Générale qui a développé ce qu'ils appellent un lab ou l'écosystème des startups entreprenantes.
Et ils ont ouvert aujourd'hui plusieurs labs à travers le monde, l'Inde, Dakar, et ils ont l'intention d'ouvrir au Maroc également. Signe qu'ils ont détecté chez nous des créateurs, des startups innovantes qui sont capables d'apporter de nouveaux modèles. Ouais. Deuxième chose, on commence à évoluer au Maroc au niveau de l'innovation. Je citerai l'exemple par exemple du CH très récemment, qui a organisé un hackathon, ce qu'ils appellent un hackathon de 2 jours, où ils ont réuni au sein de la banque une centaine de startups innovantes, avec l'idée de créer des nouveaux modèles pour la banque à destination des particuliers. Donc là, c'est un exemple typique d'open innovation et qui peut marcher à terme. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. On croise les doigts et on rappelle d'ailleurs que le Maroc a été classé 50e pays le plus innovant au monde dans un classement qui vient de tomber. C'était un classement de Reuters. Mohamed Ezouak, fondateur du portail d'information gabiladi.com, Amine Diouri, responsable PME chez Inforis. Merci beaucoup messieurs. À très bientôt pour un prochain numéro. Vous restez avec nous dans un instant. Votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques. À 10h le point info en langue arabe avec Ahmed